L'autre jour, je me posais la question du temps justement et en revenant un petit peu sur le parcours, je me suis dit mince, ça fait déjà depuis 2003, 2002, depuis quand j'ai trouvé? Ah ben voilà, en gros, le début des années 2000. Le temps passe très vite quand on est en yoga, on a toujours l'impression d'être en train d'apprendre et d'avoir commencé hier. Je vous propose de démarrer ensemble, peut-être avec un home. Alors, pourquoi pas ouvrir les micros, le temps de faire ce home tous ensemble et d'ouvrir un cercle d'énergie. Alors, voilà, je vous attends et je le lancerai. Pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, si vous ne souhaitez pas, bah, vous gardez vos micros. On y va. Merci, merci à tous. Alors voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude d'ouvrir ou de fermer une session de yoga, de conférence par les ohms. Le home, c'est une vibration, c'est un son. Aujourd'hui, dans notre société, on est entouré par des sons, par du bruit. Et le yoga a un rôle vraiment important au sein de notre société. Si vous êtes là, c'est parce que je pense que bah, vous pensez la même chose que moi, vous avez ressenti, vous avez découvert ça et vous l'avez et vous avez envie peut-être de creuser le sujet. C'est un sujet qui m'a beaucoup occupée et intéressée puisque bah, en tant que pratiquante, enseignante et puis surtout quand j'ai rejoint la FIDI, en tant que voilà, en intégrant un bureau d'une fédération de yoga, on est amené à se poser beaucoup de questions, à rencontrer beaucoup de personnes et à découvrir aussi beaucoup de pratiques, beaucoup de lignées, beaucoup de traditions. Et on a envie parfois de remettre un petit peu non pas de sens, parce que toutes les pratiques ont un sens, mais peut-être de synthèse, de lien entre tout ce qui se passe. Et puis aussi, en entrant comme ça dans la gestion d'un bureau ou même après à l'Union européenne de yoga, on est constamment en lien avec ce qu'on appelle le monde extérieur, avec la société, avec tout ce qui se passe autour de nous. Et on ne peut pas s'y soustraire. On est contraint et soumis à toutes les réglementations possibles, voilà, URSSAF, social, voilà, tout ce qui va avec, les réglementations en termes de locaux, etc. Et donc, il y a ce retour en fait vers le quotidien, vers quelque chose en fait qui ne nous lâche pas, mais et qui doit nous permettre ensuite de faire ce lien aussi, non seulement entre qu'est-ce que le yoga représente et est, mais aussi qu'est-ce que le yoga apporte au quotidien, comment il soutient le quotidien et quel est son rôle. Et du coup, ben, voilà, d'expérience en expérience, on se rend compte que le yoga a vraiment un rôle important. Le yoga et responsabilité sociale, c'est quelque chose qui va ensemble. On va revenir rapidement parce que j'aime bien toujours poser un petit peu des bases. Pourquoi? Parce que la base de ma réflexion ne sera peut-être pas forcément la base de celle de quelqu'un d'autre. C'est issu, bien entendu, de mon expérience et ça permet de savoir d'où je pars. Du mot yoga d'abord. Alors le mot yoga, pareil, je vais pas vous redonner la définition complète du mot yoga, qui est à la fois simple mais en même temps extrêmement large. Donc il y a, on peut dire le yoga avec un grand Y. C'est celui qu'on cherche à rencontrer. C'est plus un état ou un objectif. Et là, vous avez toutes les définitions possibles, yoga, dissolution, union, ce que vous voulez. Voilà, mettez là-dedans ce qui vous touche le plus profondément. Et puis, il y a le yoga avec un petit Y, un Y minuscule.
Celui-là, c'est celui dont on parle tous les jours, qu'on rencontre, qu'on vit, et c'est plutôt une méthode, un outil, un chemin. Lors de ma première conférence sur ce thème de la responsabilité sociale, en fait, eh bien, j'ai cherché ce que le yoga représentait pour moi dans ce chemin, sur ce chemin. Et ce qui s'en rapproche le plus pour moi, c'était la parabole des deux oiseaux de la Mundaka Upanishad. J'aime beaucoup cette parabole. Les Upanishads, il y en a énormément, donc j'en ai lu très peu, quelques-unes seulement, et celle-là, c'est celle qui m'a parlé avec ces quelques lignes, parce que en fait, elle n'est pas très détaillée. Et je pense que vous la connaissez, mais je vais vous la redonner, parce que je trouve qu'elle est vraiment significative. C'est l'histoire des deux oiseaux, qui sont des compagnons inséparables et qui portent le même nom, qui sont perchés sur le même arbre. L'un des oiseaux mange les fruits. Il en mange beaucoup, c'est des saveurs variées. Et l'autre, il est tout en haut de l'arbre et il le contemple sans manger. Donc il y en a un qui picore sans cesse tous les fruits, les graines, il goûte les saveurs. Il va à droite, il va à gauche. L'autre, il est perché tout en haut et il regarde son compagnon qui s'agite. Et les fruits, ils peuvent être divers, salés, sucrés, amers, ou même parfois se raréfier. Celui qui picore, il cherche, il mange, il savoure, mais il va aussi ressentir la frustration, la peur, la déception, la souffrance. Les deux oiseaux nous représentent dans notre quotidien et dans notre recherche de solutions à la souffrance et de réponses à nos questions. Pour moi, le yoga, c'est amener l'oiseau qui s'agite à regarder vers le haut, à voir son compagnon, à vouloir le rejoindre. Et lorsqu'il l'aura rejoint, à se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre oiseau. Il n'y a plus d'oiseau en bas. Et qu'il n'y a plus qu'un seul oiseau, lui et l'autre. Donc c'est vraiment cette notion de progression et de transformation. Ces deux oiseaux, c'est vraiment nous, quand je dis c'est nous au quotidien, c'est ça. On est dans cette vie avec tous nos sens qui sont constamment sollicités, tout ce que nous devons faire, tous nos devoirs, toutes nos contraintes. Et puis, d'un autre côté, ce souhait d'aller vers l'oiseau du haut. Donc, quand on est dans cette démarche de yoga, c'est qu'on a déjà cette demande, on a déjà cette recherche en nous. Et on peut dire aussi que du coup, ce yoga va s'appliquer aux pratiquants comme à l'enseignant. Le pratiquant qui arrive et qui passe la porte de la salle, qu'est-ce qui va se passer? Il vient pas dans sa tête, oui, il vient peut-être pour se faire du bien, pour aller chercher à aller mieux. Mais non, en réalité, il a déjà ses questions. Il est déjà en train de se dire que là, quelque chose va se passer. On lui a dit, tu vas aller mieux. On lui a dit, bah écoute, oui, il faut absolument que tu en fasses. Oh là là, il faudrait que tu fasses du yoga, tu es toujours trop stressé, etc. On lui a raconté plein de choses. Et à un moment donné, ok, il va faire le pas, il va aller dans un cours de yoga. Mais c'est pas parce qu'il recherche à aller mieux, c'est parce qu'au fond, lui, il a déjà tout ce questionnement. Mais il n'a pas encore l'accès, peut-être, à des informations qui vont lui permettre de se poser les bonnes questions et de trouver des réponses petit à petit. Donc ça, c'est déjà se poser la question de ce que ce petit yoga, avec un Y minuscule, en tant que méthode, va apporter. Il va déjà être un point de départ pour le pratiquant de yoga. Pour l'enseignant, ça va être notre recherche à nous, constante, personnelle. C'est vraiment ce qu'on appelle la sadhana. S'il n'y a pas de sadhana, il ne pourra pas y avoir de progression de l'enseignant. On reparlera ensuite de formation, de ses pratiques, etc. Et puis, au-delà de la pratique personnelle, puisqu'on est un enseignant, il va falloir enseigner, transmettre. Donc la transmission, c'est la deuxième partie, le deuxième pilier peut-être, oui, je pourrais dire pilier finalement, de la vie de l'enseignant. Il y a sa pratique personnelle, sa discipline et sa transmission. Sinon, on n'est pas dans un rôle d'enseignant, on est dans un rôle de pratiquant. C'est pas le même rôle. Voilà.
Donc, se poser la question de la transmission, on se la reposera aussi de son rôle de façon un petit peu plus approfondie. Ensuite, on a un deuxième mot qui est responsabilité. Alors, responsabilité, du coup, je suis allée voir au niveau de l'étymologie, ça te donne toujours des pistes. Ça vient d'un verbe latin, respondere, qui signifie, alors il y a toujours beaucoup d'explications, bien sûr, beaucoup de possibilités. Moi, j'ai choisi se porter garant et répondre d'eux. Et le mot vient aussi d'un autre mot qui n'est pas un verbe, qui est le mot sponsio, toujours en latin, et qui signifie promesse. Donc, on pourrait dire que la responsabilité, c'est une façon de se porter garant et de répondre d'eux, d'assumer ses promesses. Alors ensuite, des promesses. Quelles promesses? Des promesses qu'on fait à qui? Des promesses qu'on va se faire à soi-même, mais aussi qu'on va faire aux autres. Et ensuite, on peut se dire être garant, oui, mais de quoi? Et surtout, comment et quand? Donc ça aussi, c'est des questions à se poser. Qu'est-ce que cette responsabilité nous amène, doit nous amener comme réflexion dans notre parcours de transmetteur, d'enseignant de yoga et aussi de pratiquant. Et puis ensuite, on a le mot social. Alors, c'est plus un mot, c'est un adjectif. Et c'est plus simple parce que celui-ci se rapporte à quelque chose. Donc, il va se rapporter en général à la société, à la collectivité. C'est aussi une façon de s'intéresser au rapport entre l'individu et le collectif. Le mot social, ou plutôt l'adjectif social, se rapporte aussi à l'organisation entre les membres ou entre les sous-groupes d'une collectivité. Il se rapporte aussi à des métiers. Et enfin, il concerne aussi l'amélioration des conditions de vie de la collectivité. Donc, c'est un adjectif qui va avoir diverses applications, ou plutôt qui va être en lien avec diverses applications. Dans tous ces mots, qu'est-ce qui résonne? Il résonne, bien sûr, le mot de pratique, les mots sadhana. Le mot aussi personnalité, puisque ça va être en fonction de la personne qu'on va transmettre quelque chose, en fonction de ce qu'on est, en fonction des personnes qui sont avec nous, autour de nous. Il résonne aussi des mots comme ego, du coup, comme des mots comme lien. On est en lien avec ces autres personnes constamment. Et puis aussi des codes, puisqu'on est dans une relation, donc des codes dont on a tous entendu parler à travers le yoga. Je ne ferai pas l'historique des codes des yamas et des niyamas, mais on en a pléthore, ceux-là étant les principaux. Et puis, à travers ces mots, il résonne aussi pour moi une notion qui est la notion de devoir. Et ce devoir, ça m'a aussi, encore une fois, interpellée et ramenée à ma formation d'enseignante, qui était une formation au sein de l'école de yoga André Van Liesbeth. Et André Van Liesbeth nous disait nous disait, je ne l'ai pas connu, mais il disait, puisque je suis arrivée dans les promotions qui ne l'ont pas connu, mais il disait toujours que si on ne connaît qu'une seule posture, on a le devoir de la transmettre. Et quel est ce devoir, en fait, en tant qu'enseignant, là encore? C'est un devoir vis-à-vis de la société. Dès le départ, quand on commence à enseigner, on s'intègre dans un processus de transmission autour de nous. On est en lien avec la société et on ne peut pas s'en extraire et se dire, ah non, non, moi, je fais ça parce que juste c'est pour moi. Non, on ne va pas devoir le garder, on va au contraire devoir le transmettre. Et c'est ça, il dit. Il dit, on a le devoir de transmettre même la première marche de connaissance qui nous a déjà été offerte par le yoga. Donc, cette démarche-là, c'est un lien fort avec la société. On est dans une responsabilité vis-à-vis de cette société. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin dans ces différentes approches. Le yoga, ça va devenir pour moi une sorte de guide pratique de la responsabilité sociale. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons être? Comment nous devons vivre à travers la société et grâce au yoga? Ça m'a rappelé aussi différentes choses.
Comme ça, il y a des petites choses qui arrivent dans la réflexion. D'une part, la, des mots qui résonnaient aussi en moi, qui sont, alors je les retrouve pour ne pas les mélanger, hop, 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 qui sont les mots en fait de Vivekananda. Et Vivekananda, à un moment donné, il a beaucoup relancé le Vedanta. Alors, voilà, sans entrer là encore dans les philosophies des uns et des autres, etc. Il a aussi essayé d'amener quelque chose de nouveau au sein de cette philosophie. Et pour lui, en fait, il disait qu'un homme ne peut s'élever si ses besoins primaires ne sont pas satisfaits. Donc, on ne peut pas aller vers quelqu'un et commencer à lui parler de spiritualité, de yoga, d'aller mieux, etc. Si ses besoins de base ne sont pas satisfaits, s'il a faim, s'il a soif, s'il ne sait pas où dormir. Donc, on Virginie, le son, est vraiment mauvais. oui, Ok. Alors, c'est bien. ouais. Alors, je vais modifier quelque chose et je reviens. Eve, on va voir ça. Et du coup, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que c'est mieux? D'accord, ok. Vous avez quand même réussi à suivre? Ok. Donc, du coup, oui, on ne peut pas parler d'élévation à quelqu'un qui n'est pas en capacité de l'entendre puisqu'il est dans la survie. L'autre jour, je suis allée voir le film de l'abbé Pierre. Là aussi, ça nous parle de quelqu'un qui s'est fortement engagé et auprès des personnes qui étaient les plus démunies. Et ces personnes-là, euh, les questions principales, c'était la nourriture, c'était dormir, le sommeil, c'était avoir un endroit pour pouvoir se reposer. Ensuite, on peut recommencer à se tourner vers son humanité. Donc, on est dans la même chose, on est dans ce devoir vis-à-vis vis-à-vis du public en général, des plus démunis. Ce sont là des personnes qui sont démunies en termes de possession matérielle, mais aussi aux plus démunis en termes euh, de, de, de recherche spirituelle profonde et d'abandon. Donc, on est sur ces deux bases et il faut toujours garder ça à l'esprit, que cette responsabilité aussi, elle est pour nous d'aller vers ces personnes, de leur donner de la nourriture, mais pour cela, à la base, il faut qu'ils puissent être en capacité d'entendre quelque chose. Et ces pratiquants qui passent la porte, ils ont déjà cette capacité de pouvoir entendre. Après, ça change notre posture à nous. Qu'est-ce que nous devons leur transmettre? Ce qu'on doit leur transmettre, c'est une sorte d'espoir. C'est des bases pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir changer, sortir de leur quotidien. Et leur montrer que le yoga, ce n'est pas aller vers tout ce bien-être dont on entend parler partout et qui, pour moi, c'est davantage ce qu'on appelle des bienfaits collatéraux. Oui, le yoga, on y est tous arrivés à un moment donné, peut-être parce qu'on avait besoin d'aller mieux physiquement et aussi au fond de nous, spirituellement. Mais après, on passe à autre chose. On n'a pas besoin d'aller chercher constamment à, voilà, à améliorer ceci, cela, telle posture, telle chose. Il faut passer au-delà. Et ça va être le rôle de l'enseignant de nouveau. Quand il est dans sa transmission, il faut qu'il arrive à transmettre quelque chose de plus. Ce petit plus, il va être nourri par sa pratique personnelle. Ce rôle de l'enseignant, ça va vraiment être d'être un poteau indicateur. J'aime bien cette idée. Enseigner, c'est faire signe, donner des bases, poser quelque chose. C'est aller plus loin, en fait, que juste montrer, aborder une posture ou un pranayama. Et c'est aussi apprendre de ses élèves. Ça va dans les deux sens. On est constamment en train de les observer, en train de voir ce qu'on est en train de leur transmettre, comment ça réagit, comment on va reprendre de nouveau, peut-être nos mots, notre explication, notre enseignement. L'enseignant va accompagner les élèves, il va les guider pour ouvrir des portes
au niveau physique et des portes au niveau intellectuel, à amener une nouvelle démarche de recherche. Ça fait partie de cet enseignement et de cette transmission. Il va transformer les élèves. Quand on les prend entre le début et la fin de l'année, il y a une transformation qui s'installe. C'est plus les mêmes. Ils n'entrent plus dans le cours de yoga de la même façon, ils ne se posent plus de la même façon. C'est pour ça aussi que c'est intéressant parfois d'avoir des mélanges. Quand on a des cours où il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué et des gens qui ont pratiqué. On peut voir que déjà, alors il y a deux types d'informations intéressantes. Il y a l'intérêt de l'apprentissage par le mimétisme. Les nouveaux qui arrivent ne savent pas trop comment arriver et comment se comporter, mais ils voient des anciens, ils vont faire pareil. Et puis, il y a les anciens qui sont partis de l'agitation quand ils arrivaient et qui, petit à petit, ont compris et sont arrivés beaucoup plus dans le calme, dans la concentration, sont posés sur leur tapis, sont arrivés avec simplement une présence différente, une simplicité. Ils ont déjà perdu quelque chose en route, mais ce qu'ils ont perdu, c'est le trop. Le trop faire, trop attendre, et non pas, et ils ont gagné le mieux, le bien. Et du coup, on voit ces personnes et on peut voir la différence entre ceux qui sont là depuis plusieurs années et les autres. Et puis parfois, il y a dans les salles des conditions un peu difficiles et on voit les anciens qui ont complètement pris l'habitude. Ils remarquent même plus la lumière, le bruit, la personne qui est en retard, etc. Et puis les nouveaux qui tressaillent et sursautent à chaque fois. Ils sont encore dans l'extériorité. Ils sont vraiment là-dedans. Et notre yoga va leur permettre déjà d'apprendre ça par petites touches. À chaque cours, on va avoir cette je cherche le mot, on va avoir non pas cette influence, mais on dirait qu'on pourrait on va avoir déjà cette transmission de calme, de sagesse, de détachement quelque part par rapport à ces petites conditions extérieures à chaque fois. Et par notre présence aussi et par notre façon de prendre les choses. Si nous-mêmes, toujours sur cet exemple du cours, du début de cours, on ne gère pas correctement, voilà, le retard, l'attente, le bruit, le froid, par exemple aussi, dans certaines salles. Voilà, ça peut être ou le surnombre ou au contraire le son, la résonance. Il y a tellement de choses qui entrent de façon vraiment technique dans cet aspect du cours de yoga et que on est nous-mêmes pas en capacité de le gérer. On va forcément retransmettre ça à nos élèves. Et eux aussi, ils vont mal le vivre. Si nous, on cherche il faut qu'on ait cette capacité. Et là aussi, à chaque fois, ça revient vers comment moi, j'ai dépassé ces différentes choses pour transmettre ce que j'ai à transmettre à mes élèves. J'aime bien les exemples assez pratiques. Voilà, on cherche des choses qui nous touchent parce que notre responsabilité sociale, c'est du quotidien. C'est vraiment ça. C'est quelque chose dont on ne peut pas se séparer. Quand je dis que le yoga est un guide pratique, c'est vraiment un guide et c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien à chaque fois. Et à chaque fois que nous-mêmes, on va se mettre en colère, ben voilà, on n'est pas non plus parfait, donc on est obligé de retravailler, bien entendu, mais on va produire quelque chose qui va à l'encontre. C'est pas grave, on en prend conscience et on se dit, OK, on fera mieux la prochaine fois. Mais ça fait partie aussi de notre propre chemin. Et il y a des moments aussi où il va falloir apprendre à poser peut-être quand même des règles. Alors, ça passe du coup par comment transmettre. Donc, on transmet dans ce quotidien parce qu'on est devenu. Et c'est là que dans pratiquement toutes les formations, on a cette grande phrase qui est arrivée. Un enseignant va transmettre bien plus par ce qu'il est que par ce qu'il sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il faut apprendre. Oui, on a besoin de ces connaissances et de plus en plus de connaissances. Mais que si ces connaissances ne sont pas soutenues par un développement personnel, elles ne servent à rien. Elles vont rester quelque part lettre morte. On va venir écouter quelqu'un, entendre, apprendre, mais de sa personne, on n'apprendra rien de plus. Alors, qu'est-ce qui va nous nourrir le plus? Ça va être de voir quelqu'un vivre ce qu'il a
reçu, ce qu'il a appris, ce qu'il sait. Quand on le vit, c'est différent. On le transmet aussi différemment. Alors que quand on le sait uniquement, on le laisse dans un espace qui est un espace juste de l'étude, un espace un peu livresque. Donc là, ça donne aussi une ouverture sur la façon dont on peut rencontrer des personnes. Et ça, c'est juste un petit aparté parce que je me suis beaucoup posé la question aussi ces derniers temps, parce qu'il y en a aussi dans le monde du yoga. Des tas de gens qui savent plein de choses, mais qui ne les vivent pas et qui, du coup, n'ont pas forcément des comportements adaptés. Ça va nous amener un petit peu plus tard à autre chose et aux dérives du yoga. Là, on était sur la transmission. Donc, on transmet par ce que l'on sait, on transmet par ce que l'on est. À travers ça, pour revenir vers du concret, on est ici peut-être beaucoup d'enseignants de yoga. J'en vois beaucoup. Il y a des noms qui me parlent. Mais on est aussi des pratiquants. Donc, à un moment donné, on a fait un choix pour devenir enseignant. Qu'est-ce qu'on a choisi comme formation? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des formations qui existaient comme celle de l'Union européenne de yoga en 4 ans, qui a été créée dans les années 70, 71, je crois. C'était vraiment 71 quand ils ont mis en place cela. Qui ensuite s'est répandu dans les fédérations. Alors, pour la France, c'était, voilà, dans les autres pays, je sais qu'il y a d'autres fonctionnements encore. Donc, Joy, on en a souvent parlé. Hein, c'est pas tout à fait 4 ans, c'est 3 ans. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? Comment on a fait ce choix? Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, ces formations? Donc, on entre dans un autre aspect. Ces formations, elles sont très certainement toutes intéressantes. Mais plus elles sont courtes, on le sait, ça c'est aussi ce qui nous interpelle, moins elles vont permettre à la personne de se développer. Il va y avoir peut-être une densité d'informations en un laps de temps réduit. On peut supposer qu'il y a quand même une certaine qualité dans ces formations courtes. Certaines ne sont vraiment pas à la hauteur, c'est certain. Il y a tellement de possibilités que les personnes qui transmettent ça elles-mêmes n'ont pas encore eu le temps d'aller loin dans leur maturité. Mais il y a quand même des bases, parce qu'aujourd'hui, on trouve tellement de choses sur Internet qu'on peut très bien trouver une personne qui va faire d'excellentes synthèses et transmettre ces synthèses très rapidement, de façon courte. Mais le développement de la personne, le développement de l'enseignant, futur enseignant, où est-ce qu'il est dans cette formation? Il n'est pas là. C'est ça l'intérêt des formations longues. C'est ça l'intérêt des formations qui durent sur plusieurs années. On va pouvoir condenser en quelques mois le nombre d'heures qu'on met en 4 ans, 5 ans. Mais on n'aura jamais eu le temps de se poser les questions, d'avancer et de traverser pour pouvoir ensuite aider et transmettre à notre tour. Donc, on doit traverser différentes étapes. Toutes ces étapes-là, c'est vraiment ce qui fait la qualité de la formation, au moins autant que le contenu. Donc, c'est vraiment ce temps qui fait référence. Aujourd'hui, ce temps est remis en cause parce qu'on est dans une société qui est une société de court terme. Et je dirais même qu'on est passé du court terme à l'instantané. C'est vraiment catastrophique et en même temps, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On est obligé de trouver d'autres solutions et peut-être de faire perdurer les deux. C'est un peu comme le café. On a le café qu'on va pouvoir moudre, ensuite on va le mettre dans la machine, on va le passer à travers le filtre il va descendre, 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 descendre. Et à côté, on va avoir un pot de café instantané, on prend une petite cuillère, hop, on le met dedans, on rajoute un peu d'eau. Il y a de très bons cafés instantanés, il y a de très mauvais cafés qui passent à travers le café filtre. Donc, il faut aussi savoir ne pas avoir peur du changement et de se dire que il peut y avoir aussi des rééquilibrages qui se font. Aujourd'hui, on a cette vie parallèle, en fait, entre l'ancien monde des formations et le nouveau monde des formations. Ce nouveau monde des formations courtes, rapides, alors que perdurent, pour le moment, les formations longues.
Les mettre ensemble, ça va être un enjeu important, mais je n'ai pas la prétention d'apporter aujourd'hui de réponse à cela. Simplement des éléments de réflexion. Ces formations courtes, oui, elles ont un gros inconvénient. Et elles font en fait réfléchir euh, les formateurs et les écoles qui aujourd'hui étaient légitimes dans les formations longues. Parce qu'elles voient venir tout ça, elles se posent vraiment la question de savoir comment perdurer, comment survivre à travers ces propositions qui sont voilà, qui se sont démultipliées, mais aujourd'hui on en compte, on peut même plus les compter sur les doigts de la main. C'est plus des dizaines, c'est des centaines de formations qu'on peut trouver partout, à droite, à gauche. Pendant la Covid, à un moment donné, je me suis amusée à en recenser quelques-unes et puis même entre nous, au niveau de la FIDI, de temps en temps, on disait, ah tiens, t'as vu ça? Il y avait écrit une formation 900 euros, il y avait juste un certain nombre d'heures, 100 heures, devenez professeur en ligne, etc. Donc on est descendu, on a raccourci de plus en plus ce temps. Là, pour le coup, je m'engage pleinement et ça n'engage que moi, mais là, on a vraiment perdu en fait la qualité. Là, c'est fini. On peut pas dire qu'en quelques heures, on va pouvoir poser une qualité quelconque sur 20 heures, 30 heures, 50 heures, 100 heures. C'est pas possible. On peut aborder, toucher du doigt, montrer quelque chose, mais on n'aura jamais une formation qui serait une formation de qualité. Heureusement, ce genre de choses n'a pas trop perduré. Par contre, on est revenu sur des formations qui commencent à être plusieurs fois quelques mois, de façon à ce que ça dure un petit peu, mais pas trop longtemps non plus. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une notion d'engagement. La durée, c'est aujourd'hui un engagement. On doit se poser la question de se dire, OK, qu'est-ce que je fais de mes 3, 4 années qui viennent? Il faut que je les consacre au yoga. Ah ben non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Donc, se poser la question de cet engagement. Et derrière, continuer aussi à faire le lien, toujours, avec l'extérieur. Donc, ces formations, elles ne doivent pas, parce qu'elles veulent perdurer, se couper complètement du monde de la société qui est en train de changer. C'est pour ça que je disais que le lien, il va falloir le faire. Comment? Ça va être compliqué, mais il va falloir que les anciennes formations s'adaptent à un moment donné. Ce que représente la société, c'est aussi ce que représente le besoin. Donc, elles ont besoin d'accéder au yoga par d'une autre façon. Peut-être que cette façon, elle est plus courte, mais derrière, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir, de donner envie, d'aller explorer et de rallonger. Je pense que c'est un peu comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, toutes ces formations longues sont effectivement mises à mal. Et cette année, plus encore, quand j'ai fait la première conférence l'année dernière, c'était en 2022, on sortait vraiment de la Covid, on était sur une année où on allait vers de la normalisation. On reprenait quelque chose qui était encore relié à l'ancien, la période avant Covid. Là, on est passé à un autre type de rentrée, une autre période, et il y a beaucoup de pertes dans le nombre de personnes qui s'inscrivent aux formations. Il y a un changement vraiment. Il y a beaucoup moins de formations d'enseignants. Beaucoup moins d'enseignants dans les formations d'enseignants, en fait, beaucoup moins de futurs professeurs. Voilà. Donc ça, c'est un fait partout, dans toutes les formations. Pourquoi? Sûrement parce qu'il y a une dilution des personnes qui voudraient devenir enseignants et professeurs, parce qu'elles ne savent pas forcément où chercher. Et puis aussi certainement parce que les anciennes formations ne correspondent pas à ce qu'on attend. Est-ce que pour autant on doit dire, ah ben non, on perdure et on continue à faire comme avant? Non, le changement fait partie intégralement du yoga. Accepter le yoga et le chemin du yoga, c'est aussi accepter le changement. Le tout est de savoir comment on dose, comment on remet certaines choses peut-être en accord avec les demandes de la société et qu'est-ce qu'on conserve, qui est la colonne vertébrale. Ça va être un travail important à faire.
Pour rajouter quelques chiffres à ça, je me suis amusée. Là encore, c'est mon analyse. En 2020, les fédérations françaises avaient fait une grande étude pendant la Covid, en fait, sur le yoga. Une des seules qui existe, parce que j'ai pas entendu qu'il y ait eu d'autres études qui étaient faites dans les autres pays non plus jusque-là. Alors cette étude, il faut savoir qu'il va y en avoir une nouvelle qui est en train de se monter pour aller un petit peu plus loin. C'était une première étude qui a donné des chiffres globaux sur la France, qui disait qu'il y avait environ 10 millions de pratiquants de yoga à cette époque-là en France. 10 millions, dont 7, alors avec des pratiquants ponctuels qui avaient essayé une ou deux fois, voilà, vraiment occasionnellement, et des pratiquants réguliers. Pratiquants réguliers, 7,6 parmi les 10 millions. Ça fait pratiquement les 3/4, on peut dire. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu des informations qui étaient trop fines, mais sur ces 7,6 millions, c'était quand même des pratiquants qui déclaraient faire du yoga au moins 1 à 2 fois par mois. À partir de là, moi, je me suis un petit peu amusée. Je me suis dit, OK, 7 millions de pratiquants, ça fait combien d'élèves, combien de cours de yoga, combien d'enseignants voilà, combien est-ce que ça représente en réalité? Donc, ces 7 millions de pratiquants, moi, je les ai divisés, j'ai fait une petite cote mal taillée entre 10, 15 élèves, c'est un peu la moyenne des cours. Il y en a qui en ont beaucoup moins, il y en a qui en ont beaucoup plus. Voilà. On va dire que 10-15, c'est quelque chose de raisonnable. Je me suis appuyée sur quoi? Sur une connaissance à la fois à partir de la fédération, mais aussi régionale, parce que je connais bien les enseignants de toute ma région, avec les cours qui sont dispensés, les quantités de cours, etc., sur toute ma région. Donc, c'est un peu cette expérience-là qui m'a guidée dans les chiffres. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne en gros 600 000 cours par mois à l'échelle de la France. 600 000 cours par mois, mais c'est énorme. Et en même temps, il y a 68 millions de personnes en France. 600 000 cours par mois, ça représente quoi? Ça représente combien d'enseignants de yoga? En moyenne, un enseignant de yoga va avoir, là aussi, c'est pareil, c'est ma moyenne. On peut dire 5 cours de yoga par semaine. Il y en a qui en font qu'un seul parce qu'ils font ça un petit peu en plus ou 2 par semaine parce qu'ils font ça en plus de leur travail. Il y en a qui en font 15, 20 parce qu'ils en vivent et qui sont allés très loin dans la démultiplication. Donc, même si on prend 5, c'est vraiment une limite basse, on doit pouvoir faire une évaluation à peu près correcte. Donc, entre le nombre d'élèves, le nombre de cours par mois, on se retrouve avec 157 000 cours par semaine qui vont correspondre à peu près à une moyenne basse 15 000 enseignants jusqu'à 30 000 enseignants pour pouvoir donner ces cours. Ce qui est à peu près juste, quand on a fait notre étude, on s'est rencontrés, toutes nos fédérations ensemble, et on s'est donné les chiffres, on est allé chercher nos chiffres historiques pour savoir à peu près combien d'enseignants ont été formés depuis 1960 en France. Alors, on n'a pas toutes les traçabilités, là encore, si on l'avait fait, mais on l'a pas fait parce qu'on se rencontrait, on se connaissait, mais on n'a jamais partagé tous les chiffres exactement. Mais ça correspond à peu près au nombre d'enseignants qu'il y a à peu près aujourd'hui en France. Il y a entre 30 et 40 000 enseignants de yoga. Des anciens formés, et puis il y a un renouvellement avec des nouveaux qui arrivent. Ça paraît énorme. En même temps, encore une fois, par rapport à 68 millions d'habitants, si on a cette responsabilité de transmettre quelque chose, c'est pas beaucoup. On a toujours que quelques millions de personnes qui pratiquent le yoga occasionnellement. Il n'empêche que c'est énorme. Quelqu'un qui va regarder le yoga comme un marché et qui va faire cette analyse, il va se dire, mais ces chiffres-là, c'est quand même monstrueux. C'est pas juste, voilà, les 10 personnes qu'il y a dans mon cours. C'est pas 10 tapis de yoga. C'est 7 millions de tapis de yoga. C'est pas une brique par-ci par-là. C'est 7 millions de briques et d'accessoires et de sangles. C'est les salles pour pouvoir accueillir toutes ces personnes. C'est des loyers, puisqu'il y a des salles, ou des mairies qui construisent des salles, qui mettent à disposition. C'est des enseignants, donc c'est des formations. Et si c'est des formations, quelles formations? Et c'est des formations payantes. Donc tout ça, ça devient un marché. Et il y a des gens qui l'ont très bien compris. Il y a des gens qui sont en train vraiment d'essayer de
développer dans ce marché ces formations courtes de qualité plus ou moins bonne. Et ça, c'est le danger, en fait, du yoga. Toute la dérive. Parce qu'on parle de la dérive en tant que, voilà, on va revenir de ça aussi un petit peu en tant que, voilà, secte, problème, etc. On a encore eu pas mal voilà, d'informations récentes en France avec un nouveau gourou autoproclamé voilà, qui a fait la une des journaux récemment. Donc, ça, c'est une autre partie de la dérive. Mais la dérive en yoga aussi, c'est la dérive en tant que marché, la dérive financière. C'est pas l'argent le problème. On a tous le droit de vivre du yoga. Le problème, c'est comment on le positionne. Si l'argent devient un acteur prépondérant du monde du yoga, on ira vers quelque chose qui va complètement se dégrader. On ira à l'encontre de ce qu'est le yoga, puisque le yoga, c'est le détachement. Donc là, on est on est pratiquement dans une période charnière du yoga. Charnière, pas pendant quelques semaines ou quelques mois, charnière pendant quelques années, le temps que tout ça se rétablisse, se mette en place. C'est pas quelque chose qu'on va peut-être pouvoir voir évoluer dans sa totalité. Ça va être une évolution assez longue. Mais déjà, on a vu depuis 20 ans cette apparition du yoga comme un marché. Avec cette notion d'argent. Si, à cause de l'argent, l'enseignant qui s'est formé avec une formation trop chère, qui est obligé de payer un loyer trop cher, va dégrader son enseignement parce qu'il lui faut plein de cours et plein d'élèves pour pouvoir assumer ses responsabilités financières, ça va devenir un enseignant qui ne transmettra pas correctement le yoga. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qu'il va falloir essayer d'accompagner, de transmettre quand on explique à quelqu'un qui se forme ce qu'il va devoir être. Est-ce qu'il va devenir un entrepreneur du yoga ou est-ce qu'il va devenir un enseignant du yoga? L'un n'empêche pas l'autre. On peut en vivre, on peut avoir un loyer, on peut vivre dans une salle, mais quelle est la place qu'on va poser? Quelle est la limite qu'on va donner? Cette limite-là, elle va faire partie de notre choix personnel par rapport à notre sadhana et qu'est-ce que nous, on a compris du yoga. On est constamment dans un cercle. Si on n'a pas suffisamment progressé, on va se lancer bille en tête là-dedans et on va se casser la figure. Parce que forcément, on est dans le monde de l'entreprise à ce moment-là. Ce monde de l'entreprise, s'il n'est pas soutenu, si la personne, l'enseignant n'est pas soutenu par sa sadhana, sa méditation, sa progression personnelle, il va se casser la figure en fait. Ça, j'ai pu déjà le constater. Il y a beaucoup de jeunes profs avec ces jeunes formations courtes qui, au bout de quelques mois, même quelques années, 2, 3 ans à court terme, sont littéralement submergés par des dépressions ou par des états physiques difficiles parce qu'ils sont allés trop loin en fait dans leur pratique pour pouvoir montrer, enseigner. Ils ont vraiment abîmé leur corps. Donc avec des blessures qui font qu'ils sont immobilisés. Ça, je l'ai vraiment constaté. C'était l'effet studio de yoga jusqu'à la Covid. Tous ces jeunes profs, il y en a énormément. Ça, la Covid a fait un ménage monumental parmi ces jeunes profs qui ont dû arrêter. Les studios ont fermé. Les jeunes profs n'avaient plus du tout de possibilité de continuer à vivre comme ils le vivaient. Et du coup, en fait, ils sont retournés à des activités autres. Ils se sont refermés. Il y en a beaucoup. Perdurent ceux qui ont eu des formations plus longues, ceux qui ont eu une capacité. On aime bien utiliser ce mot-là en ce moment, une résilience. Moi, je trouve que c'est un mot qui n'est pas forcément joli, mais je dirais une capacité à vivre pleinement leur yoga, à être en yoga, parce que c'est ce qui va modérer les besoins, qui va modérer du coup les dettes, qui va modérer et qui va nous permettre de passer tout doucement à travers les différentes périodes. On aura construit quelque chose qui sera juste et qui va nous permettre de continuer, de retrouver des élèves. On en avait 10, 12 avant, on en retrouvera 10, 12 après.
On en avait 50 avant, on en retrouvera entre 0 et 5 après. Donc, c'est ce qui va nous permettre. Et c'est vraiment ce soutien par la pratique, ce soutien par l'esprit du yoga, par ces lois qu'on aura à intégrer. Ces lois, j'allais presque dire divines quelque part. C'est ça qui va nous soutenir et qui va nous permettre d'avancer. Et ça, c'est ce qu'il faut préserver dans le yoga. C'est aussi mis à mal, pas seulement par les formations courtes qui se développent sur le territoire français comme probablement dans tous les pays, parce que voilà, on est aujourd'hui dans une mondialisation qui fait que ce qui se passe ici, ça se passe ailleurs. C'est aussi mis à mal par, et là je n'entrerai pas trop dans le détail non plus, mais par une volonté indienne très forte. On a derrière le développement et l'expansion du yoga quand même un phénomène qui est lié d'une part à le monde a besoin du yoga et effectivement dans ce côté bien-être, les gens vont chercher à aller mieux. Ils vont chercher, je le disais avant, pas seulement aller mieux, mais à la base, c'est parce qu'ils sont appelés à quelque chose, ils cherchent des réponses. Mais dans un premier temps, ils se disent, OK, je vais essayer d'aller mieux. Donc, OK, j'essaye de faire du yoga, je vais voir ce que c'est. D'un autre côté, on a une Inde qui veut promouvoir et qui pousse justement dans ce sens, en essayant de remettre le yoga vraiment, pas seulement au goût du jour, mais de remettre le yoga sur un niveau vraiment, de remettre le yoga vraiment partout, mais vraiment, je trouve même plus le mot, de le remettre en visibilité, déjà rien qu'en Inde, dans tous les espaces. L'école, les entreprises, la fonction publique, tous les niveaux, la recherche, l'université, la médecine, à tous les niveaux, en fait, on remonte. Alors, on pourrait se dire, c'est bien. Et à la base, pourquoi pas? C'est vrai, puisque le yoga a tellement de choses à apporter. Oui, mais comment? Si c'est pour l'imposer, avec une directive unique, avec une façon de pratiquer, avec une façon de travailler, de nouveau, on entre dans des dérives. Le yoga, c'est la diversité, puisque c'est le lien social. Chacun va apprendre quelque chose du yoga, ce dont il a besoin pour progresser. Chacun a un besoin différent. Et il va aller chercher et puiser dans le yoga, dans ce qu'on va transmettre, ce dont il a besoin. Dans un cours, vous proposez quelque chose, tout le monde va le sentir différemment. Il y en a un qui va proposer, qui va ressentir telle ou telle posture, il va dire, OK, moi, ça me va, l'autre, ça me va pas, l'autre va chercher la variante, etc. On va avoir, et il y en a qui vont pas pouvoir le faire, il y en a qui vont pouvoir le faire. Donc, on est dans ce monde de la diversité. Et le yoga doit pouvoir parler à tout le monde. Donc, si on lui donne juste une seule ligne directrice, c'est là que, comme l'argent, on va venir dégénérer le yoga, lui enlever sa capacité justement à répondre à tout le monde. Et c'est ça aussi où il faut vraiment faire attention, de ne pas entrer dans une pratique unique, une pratique qui serait la seule et unique proposée par un pays source. Le yoga n'appartient pas à l'Inde. Le yoga appartient au monde. Le yoga appartient à celui qui le pratique. On ne peut pas poser de brevet sur le yoga. Et pourtant, il y a des tentatives. On ne peut pas poser de normes sur le yoga. Et pourtant, il y a eu des tentatives très récentes, sans entrer dans le détail encore une fois, de la part du gouvernement indien. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut aussi, voilà, prêter attention et se rendre compte qu'on navigue aujourd'hui dans cette période très, très difficile, avec énormément de risques, de dangers. Mais forcément, s'il y a changement, il y a forcément à un moment donné des risques, des dangers. Est-ce que ça va nous aider à passer à travers le yoga, à aider ce yoga à faire sa transformation? Je pense que oui, parce que justement, à partir de là, on est dans une réflexion. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est la colonne vertébrale? Qu'est-ce que je transmets?
Bien entendu, là, je suis en train de parler non pas du yoga avec son Y majuscule. Lui, il a besoin de personne, il n'a pas besoin de nous. Et quoi qu'il se passe et qu'il arrive, même si à un moment donné, il y avait une sorte de réduction un petit peu arbitraire au niveau de la transmission, une imposition. Lui, à un moment donné, ce grand yoga, il trouvera les moyens de continuer sa vie et de revenir quand il le faudra, de ressurgir un petit peu. Là, on parle du yoga que nous transmettons, de ce chemin, de cet outil qui nous a été donné. Donc, ce qui est important, c'est de remettre ça en lien peut-être aussi avec ce que la société vit. La société, on la connaît depuis, simplement depuis que l'homme a commencé à apparaître et à évoluer. Autrement, voilà, c'était avant, il y a des millions et des millions d'années, il n'y avait pas d'homme sur Terre, il y avait une certaine forme de vie. Alors, sans entrer là encore dans les religions, etc. Voilà, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui font la création du monde à leur façon. Mais bon, voilà, c'était avant. Nous, ce qu'on peut voir, c'est la société humaine telle qu'elle se développe. Dans cette société humaine, il y a toujours eu beaucoup on a toujours essayé d'amener des règles, d'amener des lois, d'amener une façon de vivre ensemble. Et en réfléchissant justement à ce que le yoga nous amène, ça m'a ramené aussi à une façon de voir les choses et de voir l'humanité à travers différents âges. En yoga, on nous parle du Kali Yuga, on nous parle de beaucoup de choses. Il y a aussi les 4 âges de l'humanité qu'on peut aussi retrouver, qui sont les âges d'or, les âges d'argent, de bronze et de fer. On a aussi, et ça je l'ai trouvé par hasard, j'ai trouvé ça intéressant, une analyse du Moyen Âge avec un auteur qui divisait déjà la vie humaine à l'époque, en 1200 et quelques, en 4 fois 20 ans. Et il parlait de l'enfance, de la deuxième période qu'il appelait la jouvence. C'est des termes du Moyen Âge, hein, bien sûr, voilà. Ensuite, l'âge moyen et la vieillesse. Donc, il avait déjà une période de 80 ans, longue, avec 4 temps. Et en repensant à tout ça, moi, ça m'a rappelé aussi, justement, au-delà du Kali Yuga, les lois de Manu, qui nous parlent des 4 âges de la vie et comment on se comporte à travers ces 4 âges de la vie. Ces 4 âges de la vie, en fait, c'est aussi une façon de codifier l'âge dans la société. Ces 4 âges de la vie, donc on a ces enfants, et ensuite on passe à ces différentes étapes, exactement comme la proposition de cet auteur du Moyen Âge. Et on a eu un article qui nous avait été écrit, qui était très intéressant, par Mathieu, pour les 40 ans de la FIDI. Et je m'étais dit 40 ans, ok, on est à quel âge dans la vie de notre fédération? Et du coup, il y avait quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Et donc, il est allé ressortir ces 4 âges de la vie, ces lois de Manu. Et par rapport à le sujet de ce matin, il expliquait que pour lui, le yoga, c'était quelque chose de révolutionnaire. Parce que ça allait à l'encontre de ce que la société propose. Aujourd'hui, notre société, qui est devenue une société de l'instantané, c'est une société qui est effectivement gérée par l'argent, par la réussite, par l'extériorité, alors que le yoga, c'est tout le contraire. Et pour lui, j'ai trouvé ça intéressant dans son analyse, ces lois de Manu sont une façon de codifier la vie en disant, voilà, à cet âge-là, il faut que tu fasses là. Ensuite, le deuxième âge, tu peux commencer à peut-être vivre ceci, cela. Puis le troisième, on va les revoir juste rapidement. Mais ce qui était intéressant, c'est lui, en fait, il voyait justement le yoga comme une libération par rapport à ces codifications, une libération par rapport à ce qu'on nous demande d'être et de vivre au quotidien. Et il disait qu'en fait, au contraire, on essaye parfois d'enfouir le yoga d'une certaine façon pour empêcher son effet révolutionnaire. J'ai trouvé cette approche aussi très intéressante. C'est que par petites touches, on va avoir un effet
sur l'ensemble de la société, en apprenant aux gens à se détacher d'eux, en apprenant aux gens à poser d'autres valeurs que celles qu'on a à l'école, qu'on a dans la plupart du temps la société, l'université et ensuite l'entreprise. Donc, j'ai trouvé ça chouette d'aller voir ça un petit peu comme un yoga insurrectionnel quelque part, tout en douceur, mais voilà, comme un yoga transformateur. Ces lois de Manu, juste pour les rappeler, parce que je trouve que c'est là aussi intéressant de les placer par rapport à l'évolution de la personne et l'évolution aussi d'une société. Donc, la première période, c'est la période dite Brahmacharya, c'est celui qui n'a pas encore fondé de famille et le temps doit être consacré aux études, entre autres spirituelles. Il pourra, s'il le désire, devenir un yogi ou fonder une famille dans la deuxième période. La deuxième période, elle s'appelle Grihastha. Il est chef de famille. Il doit travailler pour nourrir les siens, avoir une vie sociale, avoir des enfants. Et là, on est dans l'Inde, avoir des fils plutôt que des filles. Et oui. Donc, il doit aussi penser à nourrir les renonçants qui passeraient devant sa porte, sachant que lui-même, dans les âges futurs, il sera peut-être amené à en être un. Donc, au cas où, il faut qu'il soit gentil avec eux. Dans un deuxième temps, dans un troisième temps ensuite, il va devoir choisir. Peut-être qu'il va devenir un renonçant ou qu'il va continuer à rester dans sa deuxième période et dans sa famille. S'il devient un renonçant, on appelle ça Vanaprashta. Il quitte tout, il va se former auprès d'un maître spirituel. Et apparemment, à ce stade, on a encore le droit à l'erreur. Si on se rend compte qu'on n'est pas vraiment fait pour cette vie-là, on peut encore retourner dans la vie d'avant. Et enfin, la quatrième période, c'est celle du renoncement total et sans retour. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le mot qu'on connaît qui s'appelle sannyasi. Donc, ce mot-là, c'est vraiment un mot pour dire qu'on est arrivé à un état dans une période où on ne peut plus faire marche arrière. Par rapport à notre sujet et au fait que le yoga est révolutionnaire, c'était entendre que le yoga, il va essayer de faire éclater ces lois pour que chacun puisse suivre son chemin voilà, au moment où il le doit et que c'est pas une obligation de suivre ça et que le yoga va apporter une transformation. Certains, en permettant de sortir en fait du cadre. Sortir du cadre, sortir des propositions, aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est à chaque fois que nous allons transmettre un petit quelque chose du détachement, du renoncement, de je me mets en retrait de ces sens. Ça commence par je me mets en retrait des sens quand je ne suis pas bien dans la salle et qu'il y a celui qui arrive en retard qui vient perturber mon état. Et ensuite, je le transmets à l'extérieur. Comment est-ce que je suis ensuite dans ma vie quotidienne quand quelque chose ne me convient pas? Comment est-ce que je suis à mon travail? Comment est-ce que je suis dans ma vie personnelle, avec mes amis, avec ma famille? Et quel est à chaque fois ce détachement que je fais? Donc, tout ce qu'on infuse va aller dans ce sens de la petite révolution. Et à côté de tout ce qui est aujourd'hui en train de poindre et qui peut nous paraître négatif, il y a toutes les petites initiatives personnelles qui finalement sont toutes du yoga, qui passent vraiment par des petits groupes. Ce sont toutes ces petites collectivités qui sont en train de se créer partout avec ces volontés de vivre autrement. Pas des grandes communautés pour aller chercher, mais juste ces petites initiatives pour dire, ben voilà, moi, je voudrais faire ceci et je vais faire en sorte d'aider et de me mettre au service d'eux. Parce que c'est ça aussi qui va permettre l'évolution dans la société. C'est ça que le yoga a apporté aujourd'hui. Plus que les yogas méditatifs. Aujourd'hui, c'est surtout pour moi le yoga de l'engagement qui est celui qui est le plus adapté à la société actuelle. S'engager à différents niveaux, systématiquement, quel que soit le choix. On peut s'engager comme enseignant de yoga, on peut aussi aller s'engager parce qu'on va vouloir aider
et soutenir telle ou telle cause, telle ou telle façon de vivre, sans que ce soit une révolution complète. Puisqu'une vraie révolution complète, ça demande une destruction, c'est rarement suivi d'effets positifs. Il vaut mieux que la révolution se fasse en douceur. Et pour moi, le yoga est une révolution en douceur du monde de la société pour favoriser l'éveil. Cet éveil, c'est cette conscience collective. Où est-ce que je suis aujourd'hui à ma place? Est-ce que je dois en changer parce que j'irai mieux? Et qu'est-ce que je peux proposer ensuite à la société? Et c'est tout ça qu'on va pouvoir induire petit à petit. Et on ne le sait pas, parce que si ça se trouve, on ne le saura jamais. On ne sait pas pourquoi, à tel instant, on aura dit telle chose ou fait faire telle chose ou telle posture. Ça impactera une personne qui va faire quelque chose plus tard dans son cercle familial. On n'en aura aucune connaissance, mais on aura semé des graines. Et c'est aussi ça un petit peu le rôle du yoga, de semer des graines, de revenir à l'essence, de revenir à qu'est-ce qu'on peut faire pousser pour changer. Donc, le rôle du yoga et sa responsabilité sociale, pour moi, c'est quelque chose qui est non seulement lié, mais évident. Ce n'est pas du tout se mettre à l'écart d'eux. Et là, j'ai toujours, voilà, je fais juste un petit aparté, je rajoute ça parce que je citais Vivekananda à un moment donné. Longtemps, je me suis pas trop posé les questions par rapport aux différentes philosophies, puisque pour moi, j'intègre ça dans une vision vraiment large. Toutes ces initiatives, toutes ces valeurs, à chaque fois que quelque chose va dans le sens du yoga, c'est du yoga. Le yoga, c'est une universalité. Le yoga, il se pose au-dessus de tout, puisqu'il englobe le tout dans son explication. Donc, néanmoins, j'ai trouvé ça intéressant de voir que quand on parle de voilà, Samkhya, Vedanta, il y a énormément de personnes qui sont souvent dans des visions trop simplistes, même avec beaucoup de connaissances. Et j'entendais encore que le yoga n'est pas justement l'engagement, que le yoga, le karma yoga ou parfois on n'utilise pas le mot karma, on utilise, je sais plus, enfin, il y a différents mots qui peuvent être utilisés pour ça, pour parler justement de la mise au service, en fait, et souvent c'est un yoga qui n'est pas considéré, alors que c'est aujourd'hui l'un des plus importants. C'est l'engagement, c'est l'action. Karma, c'est l'action. Qu'est-ce que je fais? Quand j'y réfléchis, quand j'ai intégré tout ça, pour que ça devienne quelque chose d'utile, si je ne me mets pas au service d'eux, rien ne se passera. Je le garde pour moi, égoïstement, dans ma petite grotte, dans ma chapelle, dans mon espace privé. Non, je me mets au service d'eux. Et sans le savoir, tous les enseignants de yoga et tous les pratiquants de yoga qui rentrent à la maison en étant mieux au sein de leur famille, quand on leur dit « Oh, toi, t'as pas fait ton cours de yoga aujourd'hui, t'es pas bien, retourne la semaine prochaine », ils diffusent autre chose et ils se mettent au service d'eux et ils transmettent parce qu'ils ont changé au niveau de leur être quelque chose et ils vont communiquer ce quelque chose. On est dans l'action directe. On est tous dans le karma yoga. Il faut en prendre conscience, le développer et le diffuser de plus en plus. La connaissance, elle doit être au service du karma yoga aujourd'hui dans notre société parce que c'est ce dont elle a besoin. Elle a besoin d'engagement, elle a besoin d'élévation, elle a besoin de transformation. Voilà. Et donc, je souhaitais terminer vraiment sur cet aspect du changement, puisque aujourd'hui, la société est en pleine mutation. On n'en verra pas les effets pour se dire, ben tiens, voilà, ça va changer pour devenir ça, ça et ça. On ne voit que les aspects qui ne nous conviennent pas.
qui sont toujours des aspects négatifs. On voit la violence qui monte, on voit ceci, on voit cela. On voit les dérives. Mais est-ce qu'on voit tout le positif qui arrive à travers ces 30 000 enseignants de yoga? Est-ce qu'on voit tout ce qui a été transformé depuis toutes ces années, petit à petit? Et c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. C'est là-dessus qu'il faut continuer à avancer. Pour que dans les entreprises aussi, ça change. J'aurais pu faire un aparté sur, puis, ouais, je vais le faire encore, sur quelque chose d'intéressant que j'ai pu écouter et aussi transmettre à travers une interview. C'était un atelier plus qu'une conférence sur la notion de yoga et de leadership, ou plus exactement la spiritualité dans le monde de l'entreprise. Et ça a été un atelier vraiment, puisque c'était un travail de réflexion, comme on aurait pu d'ailleurs le faire un petit peu ensemble si je vous avais demandé, voilà, pour vous, c'est quoi la responsabilité, c'est quoi le yoga, et vous auriez travaillé sur des mots. De la même façon, la personne qui nous a fait cette conférence, qui est une prof de yoga, mais qui est coach et qui a créé un réseau de coachs. Alors, elle a un certain âge maintenant, bientôt proche de la retraite, et elle a beaucoup d'expérience. Et du coup, elle a proposé ça sous forme de jeu, littéralement. Et pour faire vraiment le lien entre justement le développement d'une entreprise qui est une mini-société et le rôle du yoga à l'intérieur de cette société. Qu'est-ce qu'un bon leader? Qu'est-ce qu'un bon chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'un bon, simplement, chef tout court, cadre dans la hiérarchie? Comment devenir un encadrant de bonne qualité pour vraiment faire avancer l'entreprise et ne pas mettre de séparation? Encore une fois, c'est comme pour l'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait, quelle position on lui donne dans notre vie qui va le transformer et en faire quelque chose de positif ou de négatif. C'est comme l'énergie. Il n'y a pas d'énergie positive ou négative, c'est nous qui la transformons. Donc, comment transformer l'énergie d'une entreprise? Comment mettre une entreprise et les personnes au service de quelque chose d'utile? Chacun a besoin de travailler pour gagner sa vie. Chacun a besoin d'un espace de travail dans lequel il puisse se développer. Le rôle d'un leader, ça va être de proposer et de créer des conditions qui vont permettre aux personnes qui travaillent avec elles, pour elles, sous elles, selon comment on imagine la hiérarchie, de façon à ce qu'on continue à progresser, élever les consciences. Et aujourd'hui, de plus en plus, ceux qui mettent ça en pratique, en ayant fait des coachings particuliers, ont des résultats plus intéressants. Des entreprises plus stables, plus structurées, moins de mouvements sociaux. Donc, on est encore une fois au service de la société à travers l'être humain. Malheureusement, il n'y en a pas assez, mais heureusement, il y a quand même de plus en plus de gens qui vont se former là-dedans. Et elles travaillent avec des cadres dirigeants de très haut niveau dans des grosses structures qui arrivent avec des questionnements. Parce qu'à un moment donné, avoir ce genre de responsabilité les amène à chercher des réponses et à se poser des questions. Pourquoi je fais ça? Au début, bien sûr, c'est normal, il y a une espèce de progression automatique, on fait des études, on en sort, on a des études d'un certain niveau, on sort de certaines écoles, donc on va aller dans certaines entreprises avec des cadres vraiment dirigeants. Mais à un moment donné, si voilà, on n'est pas soutenu, nourri par quelque chose, par ce côté spirituel, par tout ce que le yoga peut apporter, eh ben, il va y avoir tout un tas de dérives, tout un tas de dépression, de burn-out, on aime bien le dire en ce moment, etc. Et donc, des remises en question. Avant d'en arriver là, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en prévention et qui font ce travail de coaching. Et elles travaillent avec eux. Et c'était vraiment intéressant de voir comment et d'abord analyser la position du leader et ensuite quelles sont ses qualités. Et ça, c'était très intéressant parce que ça nous renvoie à la Bhagavad Gita et à un des questionnements, c'est le chapitre 2 tout à la fin, où Arjuna questionne en disant, mais comment, alors de tête, je ne sais plus par cœur, mais comment se comporte un sage? Comment marche-t-il? Comment s'assoit-il? Comment parle-t-il?
Eh bien, c'est la même question qu'on peut se poser. À partir de là, dans les entreprises, toutes les personnes ou toute personne qui est en position de leadership, toute personne qui détient une forme de pouvoir, qu'est-ce qu'elle doit en faire de ce pouvoir? Qu'est-ce qu'elle doit en faire et comment l'utiliser? Donc ça aussi, on arrive directement en lien. Si c'est nourri positivement, l'action derrière sera positive, elle se diffusera et elle va avoir un retour des conséquences positives. Nourrir la personne, soutenir la vie de l'entreprise. Si elle ne l'est pas, on aura tout ce qui va bien avec aussi. Donc, c'est intéressant de se rendre compte que là encore, il n'y a pas de limite. Il ne doit pas y en avoir et au contraire, le yoga doit continuer à se diffuser, aller au plus haut niveau, à tous les niveaux possibles. On doit apporter ce questionnement. On doit apporter cette mise au service d'eux. Pour revenir juste à ces textes un petit peu fondateurs parfois qu'on trouve dans le yoga, je suis tombée sur un autre texte qui était, je le connaissais pas, donc voilà, qui est l'Artha Shastra. Ça parle peut-être à certaines personnes, où on parlait justement de comment un roi doit se comporter. Et l'une des phrases, c'est « Le bonheur du roi se trouve dans le bonheur de ses sujets ». Si on n'est pas là dans la mise au service et dans le karma yoga, je ne sais pas où on est. On est pleinement là-dedans. On est dans comment, plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilité, plus on doit être nourri positivement, se poser les bonnes questions et diffuser les bonnes valeurs. C'est un devoir qui commence en tant que pratiquant quand on sort du cours avec ce qu'on a reçu et qui termine au plus haut niveau du pouvoir. La responsabilité du yoga, elle est là. Voilà. Voilà. Non, non, on peut passer aux questions-réponses. Merci Virginie. Pour informer tout le monde, hein, j'ai coupé l'enregistrement puisque c'est cette partie-là de l'intervention de Virginie que vous trouverez sur la chaîne YouTube de l'Union européenne de yoga. Et par contre, nous enregistrons quand même les questions-réponses pour en garder une trace, mais nous ne les mettrons pas en ligne. Voilà. Voilà, alors peut-être s'il y a des questions, peut-être il n'y en a pas, peut-être c'est des commentaires, peut-être J'avais c'est... un commentaire justement puisque tu as parlé de l'importance de la durée de la formation, hein, ce qui est proposé dans les 4 ans, minimum 500 heures de l'Union européenne des programmes. Effectivement, si on regarde le contenu, on a quand même une centaine d'heures qui sont dédiées à l'apprentissage de la pédagogie, de la déontologie et pas seulement de la partie formelle, comment enseigner les asanas, le pranayama, etc., mais aussi comment se trouver dans une relation à soi-même, aux autres, tant sur le tapis que de l'intervenant, enfin de l'enseignant par rapport aux élèves, mais également dans la société, en dehors de la salle de yoga. D'où l'intérêt effectivement d'une formation longue qui permette d'aborder ce type de sujet. Voilà. Nous aussi, dans notre code, parce qu'on reparlait du code de déontologie qui va peut-être arriver comme thématique dans une autre conférence, c'est intéressant aussi, je pense, à suivre. Et c'est vrai que nous, on s'est posé la question aussi. On a refait notre code de déontologie aussi à la FIDI parce que, non pas qu'il ait été mauvais, mais parfois il faut simplement réadapter et clarifier des choses en fonction de la société. Comment on réagit avec non pas des grandes lignes, mais vraiment des applications concrètes, en fait. Et c'est vrai que c'est important. Et quand je parlais de durée et de changement, je me dis que cette durée, elle peut aussi se moduler. Si c'est plus sur 4 ans, le fait de travailler chaque thématique longuement, ça peut aussi être une autre façon d'amener cette formation. Puisque si aujourd'hui, on ne se projette pas en se disant, bon, ben, je vais aller 4 ans, en gros, à l'école, puisqu'on est basé sur un modèle universitaire, on peut transformer ça en se disant, je vais aller travailler ces items différents sur une longue période et on se retrouve dans un modèle qui est peut-être plus un modèle économique ou entrepreneurial, mais qui correspondra peut-être mieux tout en préservant
la qualité et la durée et le travail qui est réalisé au travers de ce temps. Donc, ouais. Parce que c'est vrai que le temps, c'est tout. Bon, puis également, comme tu l'as signalé, hein, l'importance en France, mais partout ailleurs, du maillage de tous ces enseignants de yoga qui ne comptent pas leur temps, qui sont dans l'altruisme, l'abnégation, et qui offrent en fait à des populations qui parfois, parce que tout le monde ne vit pas dans les grandes villes, n'a pas forcément accès aux grands studios de yoga, etc., mais qui offrent des cours, qui se déplacent de village en village, dans les salles municipales, pour permettre de créer du lien social également, hein, Ouais. et pas que de l'enseignement. Oui, c'est ça. Et puis ça, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, le yoga en prison. Le yoga pour dans les cercles de femmes battues, les yogas dans tous ces espaces. Moi, j'ai été amenée à proposer un cours de yoga à des femmes musulmanes. Donc, on m'avait posé la question. J'ai dit, ben oui, ça veut dire que du coup, il y aura pas d'hommes du tout. J'ai dit, mais est-ce qu'elles vont venir en abaya? Et il y en a qui m'ont dit, ben non, parce que c'est possible puisqu'il n'y a pas d'hommes, etc. Donc, elles sont arrivées, mais elles se sont entièrement changées, en fait. En dessous, elles étaient en tenue et elles ont enlevé leur voile, leur machin, etc. On a fait notre pratique de yoga. À un moment donné, c'était une salle qui était ouverte et il y a un ou deux hommes qui sont passés, mais c'est parce qu'ils marchaient dans la rue. Ils ne sont pas arrêtés pour regarder. Et il y en a une ou deux qui étaient complètement, voilà, elles sont reparties, se sont déplacées pour être plus dans le fond de la salle, etc. Mais et là, je me suis dit, mais ça m'a vraiment interpellée. C'était difficile pour moi en fait. Et du coup, j'en ai profité pour amener un sujet plus doux sur cette notion de liberté, cette notion d'extériorité, cette notion de détachement. Et il y en a plusieurs à qui ça a parlé. En fait, j'ai essayé d'amener ça, mais je me suis dit, il faut pas non plus y aller. Voilà, chacun sa culture, sa façon d'être. Il faut arriver à amener le yoga tout en restant respectueux des personnes qui viennent et qui étaient demandeuses de comprendre, de savoir, et qui auraient voulu continuer ensuite d'ailleurs, mais ça ne s'est pas proposé. Voilà. Mais pareil, donc oui, le yoga pour les enfants, le yoga, les propositions pour les seniors ou pour les personnes handicapées, toutes ces personnes-là, toutes ces parties de la population où clairement, on va pas gagner d'argent avec eux. On peut pas leur faire payer des sommes folles, on peut pas leur proposer des studios où, oui, ok, ça coûte 600 euros parce que le studio, le loyer du studio, même du studio, il coûte déjà, je sais pas combien par mois. C'est là la dérive en fait. Mais en même temps, on va apporter autre chose et on va pouvoir nourrir ces personnes. Et à côté, peut-être qu'on aura un cours qui sera, heureusement, je l'espère, plus rentable, puisqu'on ne peut pas mettre 40 personnes handicapées. On va avoir une ou deux personnes. Ceux qui travaillent avec des personnes qui sont démunies d'une façon ou de l'autre sont rarement avec des gros groupes. C'est toujours des petits groupes. On est presque en individualité. On a ce devoir d'aller vers celui qui en a besoin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, je vais juste, merci Virginie hein, pour ton exposé, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite remarque par rapport à deux termes que tu as employés plusieurs fois, c'est le détachement et l'engagement. J'ai trouvé ça intéressant et je me disais que potentiellement, certains étudiants, peut-être des étudiants débutants, par exemple, auraient de la peine à comprendre comment tu fais coexister ces deux choses. Alors, j'aimerais entendre un peu ta pensée là-dessus. Comment est-ce qu'on peut parler un peu de ces deux choses pour expliquer un petit peu que, en fait, c'est pas une contradiction. Ah oui, c'est toujours oui, le détachement, de se détacher des fruits de l'action. Voilà. Un grand thème. J'avoue, c'est difficile. Je pense que c'est quelque chose qu'on comprend avec le temps, qui n'est pas forcément compréhensible, ou en tout cas le vivre vraiment, parce qu'on peut éventuellement le comprendre intellectuellement, mais arriver à le vivre, c'est plus difficile. Moi, j'essaie toujours de passer par des exemples, en fait.
parce que les mots sont toujours difficiles. Et c'est pour ça qu'on a tellement de livres sur la méditation, et tellement de définitions sur le yoga, parce qu'on n'a pas de mots pour décrire quelque chose qu'on est amené à vivre. On doit le vivre et ensuite seulement on peut peut-être le transmettre, mais chacun va devoir le vivre et on n'a pas de mots pour décrire ce qui ne peut pas être décrit. Donc j'essaie toujours de trouver des exemples plutôt. Détachement et engagement. Engagement, c'est vraiment, enfin, l'idée de se mettre au service de. Alors, bon, ça, voilà, c'est mon opinion, mais peut-être c'est un exemple fort. Alors voilà, comme j'ai été voir ce film qui était sur l'abbé Pierre, ça m'a interpellée. Et ça a un petit peu aussi nourri une partie de cette réflexion de nouveau entre Viveka, lui, les besoins des démunis. Oui, effectivement, ces personnes, on ne peut pas leur parler, on ne peut pas venir leur parler de thématiques quand ils sont en train de mourir de faim. Voilà, c'est pas la peine. Mais c'était des personnes qui se sont mises justement au service des démunis. Donc, ils étaient vraiment dans l'engagement total, au service d'eux. Le détachement, ça va être de se dire que même si tu fais tout ce que tu peux pour un tel ou un tel, tu ne peux pas le sauver. C'est à lui ensuite de faire son travail. Tu vas pouvoir lui donner les moyens, tu vas lui donner un repas, tu vas lui donner une chambre, tu vas lui donner une possibilité. Et là-dedans, il y en a qui vont s'en extraire, se mettre à travailler, trouver une nouvelle vie. Et puis, il y en a qui ne vont pas y arriver et qui vont continuer ou retomber, en fait, cet espace désocialisé, par exemple, si on prend cet exemple-là. Donc, c'est comprendre qu'on peut se mettre à disposition, faire ce qu'il faut proposer, mais que on n'est pas, quand on dit détachement, mais qu'on ne doit pas se rendre responsable de ce que l'autre en fait. Plus concrètement, peut-être, on essaye tous d'aider nos proches avec plein de conseils. Alors oui, peut-être qu'on peut. Parfois, il y en a beaucoup trop des conseils. Parfois, il y a beaucoup trop de choses qu'on va essayer de... Voilà, on se met à leur place. On se dit oui, il faut absolument le faire. Et on va leur donner des pistes, on va leur donner quelque chose. Et surtout, peut-être en tant qu'enseignante de yoga, je suis certaine que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, d'arriver dans un lieu ou de rencontrer des amis ou des relations ou des gens à qui on sait qu'on pourrait les aider. Mais si ça ne vient pas d'eux et s'ils ne font pas le travail, on ne va pas le faire à leur place. Donc, apprendre aussi à rester à sa place parce qu'on se dit, voilà, on va donner des outils. Et quand on est jeune prof, en général, on a envie de communiquer tout ça, on est tout feu, tout flamme, etc. Et oui, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, tu pourrais faire ça. Et on leur amène quelque chose et on se rend compte que eux, ils tournent en rond. Et voilà, 5 ans, 10 ans après, ils sont toujours au même niveau. On n'est pas responsable. On s'engage, on peut aider, on va ponctuellement soulager une personne, l'aider, la guider, selon le cas, hein, on peut l'héberger, l'abriter ou l'aider si c'est un travail, si c'est autre chose. C'est pas forcément un besoin de ce type-là. Ça peut être donner beaucoup d'affection, de soutien à une personne qui est en train justement de sombrer, de ne plus savoir où elle est, pas forcément d'être en dépression, mais on va dire en limite 2, on va l'aider, on va la soutenir, mais jusqu'où? À un moment donné, on n'est pas responsable. On lui donne de quoi continuer son chemin, mais c'est à elle de faire le choix ou de traverser ce qu'elle a à traverser. Donc le détachement, il est là. Le détachement, il est comprendre qu'on va donner quelque chose, mais qu'on ne doit pas être responsable de ce qu'il y a derrière ensuite. Ne pas être responsable, c'est aussi ne pas se culpabiliser. Une personne qui se culpabilise, c'est qu'elle se rend responsable de. Je n'ai pas réussi à la sauver. Je n'ai pas réussi à lui trouver du travail. Je n'ai pas réussi à la faire changer d'avis. Ben non, c'est comme ça. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de lui ouvrir des espaces de réflexion ou de lui donner des outils et c'est tout. Et le détachement, il est là. Et de continuer de passer son chemin.
C'est un peu comme le cadeau qu'on donne. Ça, j'ai mis un certain temps, non pas à le comprendre, mais à l'accepter. On donne un cadeau à quelqu'un. Et puis, ben, on se rend compte que finalement, à un moment donné, cette personne, ce cadeau, elle l'a redonné, elle l'a jeté, elle ne l'utilise pas. Et on se sent particulièrement méprisé ou voilà, on est blessé. On se dit, mince, moi, j'ai fait des efforts, j'ai fait ce cadeau. Et derrière, en gros, elle ne l'utilise pas, il est de côté. C'est exactement ça. C'est je donne ce cadeau du fond du cœur parce que moi, je pense qu'il était utile à la personne. Là, après, elle s'en sert pas, elle le donne, elle le jette, elle le casse. C'est pas mon problème. Ça ne devrait plus l'être. C'est ce travail-là. Ce n'est plus mon problème. J'ai donné quelque chose, ce n'est plus à moi. C'est à la personne. C'est elle qui doit faire son chemin avec. Et elle en fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est un peu ce genre d'exemple que j'essayais de donner, mais voilà. Et c'est difficile hein, de faire comprendre cette notion de détachement. C'est l'une des plus difficiles, je pense, dans le yoga. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou sinon on Euh, peut. oui, Virginie, j'adhère complètement à ce que tu dis sur le détachement et aussi sur cette notion de cette complémentarité du yoga et du développement personnel, du travail sur soi. Et complètement, c'est indissociable pour moi. Euh, euh, tu transmets ce que tu es. Donc, au mieux tu es, ou au mieux tu chemines, au mieux tu vas avoir une chance de transmettre. Et il y a une notion importante pour moi liée au détachement, c'est l'humilité. Euh, ok, tu proposes plein de choses, l'image des graines, et puis tu ne les vois pas forcément pousser. Donc, parfois, ça peut être un peu frustrant. Donc, tu refais un petit travail sur toi. Et puis, un jour, quelqu'un te dit, ah, ton cours, la semaine dernière, ça a changé ma semaine. Ça m'a... Et là, tout d'un coup, là, c'est un cadeau fabuleux. Tu reçois ça et c'est extraordinaire. Et, et voilà, l'humilité, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça rejoint le karma yoga, ça rejoint le détachement. Hein. Mais c'est, voilà. Mais voilà, merci beaucoup Virginie, parce que ça m'a apporté plein d'éléments de réflexion. Les choses viennent jamais par hasard. Et, et voilà, merci beaucoup. Merci Isabelle. Oui, alors ça y est, j'ai retrouvé le mot que je cherchais à partir de Karma Yoga, c'est Seva. En fait, parfois on parle de Seva aussi dans d'autres lieux, dans d'autres endroits. Mais c'est exactement ça. Et l'image des graines, ça répond peut-être aussi, hein, Joy, à ce que tu posais comme question. Voilà, on donne quelque chose, on n'en verra pas forcément l'aboutissement. Et on n'en profitera sûrement pas. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, et un jour, on aura parfois un retour, peut-être à ce moment-là, oui. Hein. Et ça aussi, c'est voilà, l'enseignant qui est enseigné, qui reçoit de ses élèves, en fait, et qui est nourri. Merci. Bon, eh bien, merci à tous. Alors, je vous propose de placer vos mains dans l'espace du cœur et de fermer les yeux quelques instants avec Anjali Mudra. De nous connecter et de nous saluer ensuite. Merci pour ce partage et je vous souhaite une bonne journée là où vous êtes de part et d'autre de cet écran. Donc, merci Virginie. Merci à tous et merci à toutes. Prochaine session demain, c'est également sur yoga et responsabilité sociale en anglais avec Alexandra Echner-Knoll. À bientôt. Merci. Virginie. Merci Louisa, je suis contente. Ouais.